salut mec. Salut. T'as pas honte? Pardon? Bah, t'es de quelle région? Je viens du Nord-Pas-de-Calais? Tu viens du Nord-Pas-de-Calais? Ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais des vidéos? Je sais pas, environ 1 an et demi? Ok, et t'as fait combien de vidéos sur Rome? 3? Et sur Prague? 3? Et sur Paris? 3? Et sur la Normandie? 3 aussi? Et sur le Nord-Pas-de-Calais? 0. Exactement. Alors, au travail mon pote. Avec un peu plus de 12 000 km², le Nord-Pas-de-Calais est seulement la 19e plus grande des 26 anciennes régions françaises. Cependant, malgré une taille peu impressionnante, la meilleure contrée de France est constituée d'une multitude de zones géographiques et fait preuve d'une grande variété de paysages au sein de ses territoires. C'est pourquoi dans cette nouvelle série de vidéos, au lieu de nous pencher sur la région dans son ensemble, nous allons procéder par étapes géographiques. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, nous allons partir à la découverte des Flandres. Alors, comme d'habitude, vous n'avez qu'une chose à faire, suivez le guide. Le recensement de l'histoire des Flandres remonte à l'ère romaine. À l'époque, ce territoire peuplé de Gaulois belges doit faire face aux multiples assauts romains menés par un certain Jules César. Après quelques temps de résistance, les natifs finissent par céder à l'envahisseur avant de passer aux mains des Francs quelques siècles plus tard, en 445. Bien que provenant d'un autre royaume, les nouveaux venus conservent alors l'usage de la langue tudesque locale, ancêtre du flamand actuel. Tudesque? Oui, d'origine germanique si tu préfères. Néanmoins, il faut attendre près de 400 ans et l'obtention par Baudouin II des terres de son père Baudouin Bras de Fer, entourant Bruges, Gand et Courtrai, pour que le comté de Flandre soit fondé en 879. Baudouin? Ouais, Baudouin. Au cours du règne de Baudouin II et de ses successeurs, le comté s'agrandit progressivement vers le sud, l'est et l'ouest, formant ainsi un territoire s'étendant sur l'Escaut, la Zélande et la vallée de la Lys. Celui-ci est tellement important que les comtes de Flandre deviennent à la fois vassaux du roi de France et de l'empereur germanique, la région étant scindée en deux parties, la Flandre royale et la Flandre impériale. Dès lors, le comté entre en plein boom économique. En effet, dès la fin du XIe siècle, l'industrie drapière est en plein essor à Gand et Ypres, tandis que le port de Bruges, ville surnommée la Venise du Nord, est devenu au XIIe siècle l'entrepôt du commerce européen. Dans celui-ci transitent alors de nombreuses marchandises aux origines variées, entre autres de la laine anglaise, des poissons scandinaves, de la fourrure russe, ou encore des soieries et des épices ramenées par les marchands vénitiens de leurs expéditions en Orient. Ce rôle commercial majeur offre alors un brassage ethnique impressionnant, avec pas moins de 32 nations représentées au sein des négociants et courtiers de la ville, mais également dans les bureaux de change et les banques, créés en réponse à la croissance de la région. Cette prospérité du comté a d'ailleurs permis à de nombreuses villes flamandes de s'enrichir et de se renforcer via la construction de murailles, la formation de milices et la ratification d'alliances politiques. Certaines d'entre elles se permettent même d'ériger des beffrois en symbole de leur puissance et d'organiser de grandes foires comme celle de Touroux, la plus fréquentée au sein des principautés belges à l'époque. Tiens, tu sais comment ils étaient les cheveux des habitants là-bas? Touroux. Et tu sais comment ils appellent le mâle de la vache là-bas? Le taureau? Oui, bon, c'est bon, j'avais compris. Évidemment, tout cela donne quelques idées au roi de France à partir du XIIe siècle, qui se voit bien rattacher le comté à la monarchie. Cependant, non seulement les comtes de Flandre ne sont pas du même avis, mais ils désirent eux-mêmes continuer à faire croître leur territoire, s'alliant ainsi tantôt à l'Angleterre, à la France ou au Saint-Empire germanique. Et bien leur en prie, puisqu'en 1169, Marguerite d'Alsace, ayant succédé à son frère Philippe à la tête du comté, se marie à Baudouin V, comte du Hainaut. Cette alliance matrimoniale stratégique tape alors fortement dans l'œil du roi Philippe Auguste, qui, sans relâche mais sans succès, tente de s'accaparer les deux comtés, se heurtant constamment à la résistance de Baudouin V, puis de son fils Baudouin IX. Cependant, à la mort de ce dernier en 1205, les comtés de Flandre et du Hainaut se retrouvent aux mains de sa fille Jeanne de Constantinople, seulement âgée de 8 ans. Philippe Auguste profite alors de cette aubaine pour faire venir Jeanne et sa cadette Marguerite à Paris, afin de les éduquer comme il le souhaite. Par la suite, surnommée Jeanne de Flandre, la comtesse contribue à améliorer les conditions de vie du peuple, héritage que l'on retrouve aujourd'hui avec les quelques complexes hospitaliers portant son nom, comme le CHU de Lille par exemple. À sa mort en 1244, Marguerite prend sa place à la tête des deux comtés. Ce faisant, elle déclenche alors d'ardentes disputes entre ses nombreux enfants, issus de deux mariages, les uns comme les autres se considérant comme ses légitimes héritiers. La discorde s'éternise et prend une telle ampleur que cette affaire doit être réglée en 1246 par le roi Louis IX en personne, qui décide d'attribuer le Hainaut aux Avennes et la Flandre aux Dampierre.
On appelle cet épisode la querelle des Avennes et des Dampierre. C'est pas ouf comme nom. Ouais. Par la suite, le comté connaît une crise économique et politique au XIVe siècle, suivie d'une période prospère, due en premier lieu à son incorporation au territoire géré par les ducs de Bourgogne au siècle suivant, puis à son intégration aux 17 provinces unies de Charles Quint, empereur du Saint-Empire germanique. Ce faisant, le comté perd son dernier lien de vassalité avec la France. Cependant, à partir de 1555, les conflits entre fanatiques religieux plongent les 17 provinces dans une guerre civile qui débouche sur leur indépendance en 1581. Les villes de Flandre tombent alors une à une sous les assauts hispaniques, et 4 ans plus tard, le comté passe intégralement sous le contrôle des Pays-Bas espagnols. Finalement, ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que la Flandre méridionale est annexée par Louis XIV et devient une province française. En 1790, suite à la Révolution, le pays est découpé en départements et la province de Flandre devient alors le département du Nord. Pour ce qui est du reste de l'ancien comté de Flandre, il est transformé en 2 départements français suite à l'annexion des Pays-Bas autrichiens, l'Escaut et la Lys. Cependant, ceux-ci sont démantelés dès 1814 suite au traité de Paris, redevenant ainsi la propriété du Royaume des Pays-Bas, puis du Royaume de Belgique en 1830. Aujourd'hui, la province des Flandres occupe un espace bien plus réduit qu'auparavant. Cependant, elle n'en reste pas moins un territoire important du patrimoine historique français. En effet, comme nous avons pu le constater jusqu'à présent, les Flandres ont souvent été au cœur d'événements majeurs d'importantes périodes de notre histoire. Résultat, on retrouve de nombreuses marques de ces époques révolues lorsque l'on visite les villes de la région. Et vous me connaissez, le meilleur moyen pour moi d'en apprendre plus sur ces témoins d'antan, c'est de me plonger directement au cœur du passé. Attends, t'as vu? Mais non, c'est simplement une manière un peu poétique de conclure la partie et de faire une transition vers la seconde section de la vidéo. Ah d'accord. Ah, Cassel. Élu village préféré des Français en 2018, cette commune de près de 2300 habitants est l'un des sites incontournables des Flandres françaises. Perchée sur son mont éponyme à 176 mètres d'altitude, contrastant avec les plaines alentours, elle est souvent perçue comme le point culminant du Nord. C'est en réalité totalement faux puisque le toit du département est le village d'Anor, établi à 272 mètres de hauteur. Toujours est-il que la position avantageuse de Cassel a de tout temps attiré les convoitises. En effet, elle est un formidable atout pour échapper aux marées et détecter les attaques ennemies, sans compter que des sources d'eau y sont présentes jusqu'au sommet du mont. Ce n'est donc pas une surprise si la zone est habitée dès le 7e siècle avant notre ère, avant d'être occupée dans les siècles suivants par les Ménapiens, une tribu celte d'Europe centrale qui nomme la cité Castel, la forteresse. Au IVe siècle, les Romains, arrivés dans la cité quelques centaines d'années auparavant, renforcent ses fortifications et lui donnent le nom de Castellum, diminutif de Castrum. Quick quick. C'est malin ça. Au passage, sache quand même que c'est le mot Castellum qui est à l'origine du mot château. Ah oui, sympa. À l'époque, la position dominatrice de Cassel est renforcée par la construction de 7 voies romaines qui permettaient de relier la cité à Ersolalis, Terouanne, Boulogne-sur-Mer, Mardic, Bruges, Vervic et au Pont des Terres, d'autres points stratégiques de la région. À partir du 9e siècle, sous l'impulsion de Baudouin Ier et Baudouin II, le mur d'enceinte de la ville est renforcé, un château fort y est édifié et Cassel devient une châtellenie. Par la suite, malgré la protection généralement sans faille des comtes et comtesses de Flandre, Cassel est victime de plusieurs saccages et est le théâtre de quelques affrontements militaires. C'est par exemple le cas en 1071. Au matin du 22 février, au pied du mont Cassel, l'armée du roi de France Philippe Ier s'avance face à celle de Robert le Frison, appelé à l'aide par le peuple pour lutter contre le pouvoir. De cette bataille qui fait rage toute la journée, c'est Robert qui sort victorieux. Il obtient ainsi le titre de comte de Flandre et plusieurs siècles plus tard, son nom est honoré pour baptiser le collège de la ville. Légère différence au niveau de la gloire. T'as un collège à ton nom toi peut-être? Non. C'est bien ce que je pensais. En 1328, c'est un épisode bien plus tragique pour la ville qui a lieu au pied du mont Cassel. 15 000 Flamands, menés par Nicolas Zanquin, se mobilisent contre le traité leur ayant retiré certaines villes stratégiques. Le roi de France Philippe de Valois envoie alors 50 000 de ses hommes infliger une correction aux pauvres rebelles, mettre le feu à la ville, assassiner les habitants et pendre les survivants. Enfin, le dernier des affrontements majeurs de Cassel a lieu en 1677. Louis XIV, en quête d'annexion des Pays-Bas espagnols depuis une dizaine d'années, envoie son frère Philippe d'Orléans à Saint-Omer. Le 10 avril, celui-ci fait face à l'armée de Guillaume d'Orange, gouverneur des Pays-Bas, sur les rives opposées de la rivière Penbeek, entre Norpen et Zuidpen. Les forces françaises n'ont alors besoin que d'une seule journée pour prendre le dessus sur leurs adversaires et remportent la victoire dès le lendemain.
Dès lors, les châtellenies alentours reviennent aux mains du roi Soleil et Cassel devient définitivement française. Aujourd'hui, ces 3 conflits majeurs sont commémorés par le monument des 3 batailles que l'on peut observer sur la partie haute de la commune. D'ailleurs, lorsqu'on se promène dans le jardin public adjacent, on tombe nez à nez avec une imposante statue équestre. Inauguré en 1928 lors d'une grande fête, ce monument honore l'un des héros français de la Première Guerre mondiale. En effet, cette sculpture célèbre le passage fin 1914 de Ferdinand Foch à Cassel, où il installe le siège de son état-major et coordonne les actions des armées françaises, britanniques et belges sur le front de l'Isère. Perchée sur le point culminant de la commune, dominant fièrement la plaine des Flandres maritimes, la statue équestre du maréchal Foch est aujourd'hui l'un des symboles du patrimoine historique non seulement de Cassel, mais également des Flandres dans leur ensemble. Et d'ailleurs, quand on parle du patrimoine historique des Flandres, on pense assez facilement au moulin, tant on a l'impression que cet édifice fait partie intégrante du paysage flamand depuis des générations. Eh bien, Cassel n'échappe pas à la règle, puisque la ville a compté jusqu'à plus d'une vingtaine de moulins en simultané, certains remontant au XVIe siècle. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a su résister jusqu'à aujourd'hui, le dernier ayant disparu dans un incendie en 1937. Mais alors, quelle est cette bâtisse qui surplombe la statue du maréchal Foch? Ne s'agit-il pas d'un moulin, me direz-vous? Eh bien oui, vous avez raison, il s'agit bien d'un moulin. Tu les prends vraiment pour des cons. Non mais en fait, c'est pour... Enfin... Laisse tomber. Le moulin Ruitor a été acheté par la ville de Cassel à la commune d'Arneck en 1949, alors que celui-ci tombait en ruine. Il a ensuite été restauré et placé au sommet du mont, avant de voir ses ailes tourner à nouveau en 1983 et de reprendre les moutures en 1992. Bien qu'il soit aujourd'hui fermé pour des raisons de sécurité, le tout dernier moulin de Cassel reste l'un des monuments emblématiques de la ville. Le souvenir d'une époque révolue qui permet aux visiteurs de plonger au cœur d'un passé fascinant tout en profitant d'une vue splendide sur les plaines dominées par un mont Cassel chargé d'histoire. Ah oui, au fait, si vous croisez Scooby-Doo, on a retrouvé sa voiture. Et c'est ainsi que se conclut le premier épisode de notre découverte du Nord-Pas-de-Calais dédié aux Flandres. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo et à parler de la région dans laquelle j'ai grandi. Je trouve le sujet hyper intéressant, donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, pensez à liker, commenter et partager la vidéo pour me le faire savoir, et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun contenu. En attendant, nous on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'Explorator, à plus tard!